mesdames et messieurs, bienvenue au premier des entretiens de cette saison 2024-2025. Et aujourd'hui, donc, nous présentons, sous l'autorité de ce funambule qui fait la couverture du numéro, le numéro 188 de la revue Poésie. Et nous qui nous faisons un défaut si cruel, et nous qui sommes en défaut de temps, qui faisons défaut au temps, qu'attendons-nous les unes des autres, les uns des autres? Qu'attendons-nous d'une revue, sinon ces victoires que Karl Kraus disait tout uniment tenaces et petites, tenaces, précisait-il, parce que petites. Qu'attendons-nous d'une revue de poésie? Qu'attendons-nous, qu'attendez-vous de poésie? Quand même, écrit Dominique Fourcade, quelle douche nous prenons ensemble aujourd'hui, maintenant, à la fin de notre vie, nus et sans protection. D passe de douche à détresse ensemble, comme jamais, sans que nous l'ayons voulu, du fait que l'Occident, meurtre sur meurtre, s'effondre sur lui-même sous les coups qu'il se porte en propre. Il est terrible d'être ensemble à ce point, parce que nous devenons sans nom le néant. Tels sont les mots que vous pouvez lire dans « Ça va bien dans la pluie glacée », un livre du poète Dominique Fourcade, dans lequel, refusant la position de l'autorité, il se définit par ces termes « Je ne suis qu'un écrivain, je suis le plus modestement possible écrivain, et rien d'autre ». Sous la douche de la pluie glacée, ensemble, nous le sommes, et Fourcade donne mots et pages à la douche d'effroi qui nous saisit quand l'actualité nous rince, nous essore, nous lessive. Il en appelle, peut-être en mémoire de Schiller, à une éducationnelle délicatesse, je le cite. Et puis, je le remarque plus que jamais sous les bombes, je ne rêve pas, les enfants sont tous comme moi, ils ont besoin d'une scansion qui ne soit pas celle des prières, besoin, eux, moi, du sens musical laïque du corps des mots, pour que le vertige soit vivable. Est-ce ça, une éducationnelle délicatesse, cette mélopée-là? Je crois en elle de tout mon être. Et l'on voudrait, chacune, chacun, et dans la revue aussi, se faire parfois un bouclier de tous les grands poèmes de Russie et d'Ukraine, et d'Israël, et de Palestine, et d'Afrique, et d'Amérique, et d'Asie, pour protéger ce qu'il reste de vie sous la pluie des horreurs, des balles, des bombes, qui arrachent la vie à la vie, le futur au présent et le passé au sens. Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui vient? Les poètes, écrit Fourcade, dans l'hommage qu'il rend à Anne-Marie Albiac, dans le dossier que lui consacre la revue Europe, les poètes savent puissamment qu'ils composent l'horlogerie d'une époque, celle à laquelle écrire les fait appartenir. Et il poursuit pour suggérer le manque laissé par Anne-Marie Albiac à sa place. Ils ont besoin du tic-tac les uns des autres. Les poètes ont besoin du tic-tac les uns des autres. Nous avons besoin du tic-tac les uns les autres. C'est peut-être cela, une définition à minima, et peut-être certains diront helvétique, du contemporain. Les amis, dit Aristote, ne partagent pas quelque chose, une naissance, une loi, un lieu, un goût. Ils sont départagés par une seule expérience, celle de l'amitié. L'amitié est le partage qui précède tous les autres partages, parce que ce qu'elle départage, c'est le fait, dit-il, de Sunsein, de vivre ensemble. Alors, si on veut bien lire un instant, il me pardonnera peut-être, Fourcade avec Aristote, on peut sans doute dire que l'amitié des poètes, c'est ce tic-tac qui les rend contemporains au monde. Une revue, c'est un peu une bande d'amis qui, à un moment, quand dans un film de gangsters ou d'espions, on dit « Bon, allez, réglons nos montres ». Réglons nos montres est celle des poètes du monde sous la pluie glacée, puisque ce sont ces poètes qui nous offrent le tic-tac de notre réglage intime et public aux contemporains. Plus que d'autres, peut-être, mais sans grande prérogative, les poètes font sentir, selon la formule de Laurent Génie dans son dernier livre sur l'instant, les instants qui sont sous la peau du temps. Et c'est donc
pour vous faire entendre cette ponctualité du poème dans une revue qui se veut ponctuelle. Et cette année, nous aurons eu nos 4 numéros. Ça, c'est donc le numéro 2 de 2024. Le numéro 3 que nous présenterons ici même paraîtra le 9 octobre. C'est pour donc présenter cette revue ponctuelle, au sens que j'ai essayé d'indiquer ici, que nous voudrions, le comité et moi, vous faire entendre certains tic-tac des poétesses et des poètes qui l'ont composé. Donc on a le plaisir et la joie d'avoir ici une petite dizaine d'écrivaines, écrivains qui ont composé le numéro, ou en proposant des textes, ou en les traduisant, et on va les donner à entendre, on va les faire lire, et on est très heureux de ça, et assez ému aussi. Voilà. Et donc on commence. Alors Jacques Bontemps, qui a le sens du temps peut-être, m'a fait remarquer que ça suivait l'ordre du numéro, mais tant mieux, c'est bien. Donc il ne s'agit pas évidemment de le spoiler, parce que si on le spoil, vous ne l'achèterez pas, alors qu'il faut l'acheter, bien sûr. Mais il s'agit de vous donner envie de le lire. Voilà. Et donc si Régine veut bien venir, Régine Adour, pour un ensemble de poèmes dont elle va nous dire le titre. Voilà, je vais vous lire une partie d'un ensemble qui s'appelle modestement Le Monde, et cette partie s'intitule Genèse au pluriel. 1. L'œuf est cru sous les fesses qui couvent, rien de bouche dure use patience, ankylose Dieu, se lasse, se lève, chasse du pied la chose. 2. Dans le noir comme grotte crotte, au fond du rien poisseux, ça attend longtemps. Quand, grain de quoi frémit, veut grandir, grossit, pousse. Fusance soudain, pète tes flores, luce soleil t'enfuit aux flammes, crête tes effractes, déchupe tes rachis, pleurotes zinzole, plectrinées par la fuse froulée qui planfourche les ouailles, florées, choix aux étoilés, ping-pong, il est né. Décoiffé de guingois, grosse tête cramite, trop lourde, flottante, rochot mineur, omnibule, bave, flapote mou, grassinite, en coque prison se terre, cachée poussine. Il sort enfin, les yeux à droite, à gauche, le cou son semblant tuyau au poil, se tend et revient et retend, tire à lui le reste dehors. Zézétata, il bragote et brebote, désigne, nomme, crée, ça naît. Créature aussitôt nommée, truc, chose, oiseau voit le jour, de travers, sans la queue ni la tête, ni chaminot nomadide, pêle-mêle, chaote comme se peut. Le gros tyrannique bébé s'acharne, vomit encore, machin, bidule, qui s'enguerre, mal fichu, mal fini, s'empoigne, secoue, s'assassine, c'est raté. Tout gît cassé. Le globe boule vide, à la bouche pendue balance. Il faut recommencer. 3. Père gronde et sort son grand bras de sa toge, son grand poing, son grand doigt pointe le chaos, soupe méli-mélo, chose amère, qu'en faire? Il pense, rêve, sans patasse, s'endort. Belle, elle émerge, émerveille la terre, boule, avec elle déboulent les astres, le soleil, la lune, dans le ciel profond, noir, scintilleux, elle, la terre ronde, minuit, mi-clarté, dormeuse et veilleuse, fesse astrale, sur laquelle mettre la main doucement caressée, en rêve, elle bleute. Croise des choses songes, arbres, fleurs, champs, ruisseaux, oiseaux, et sous le pied la touffe d'herbe, mince lame décoiffée, se sent. On s'amoure et s'embrasse, s'embrassant s'extasie de plaisir, en amour entre eux s'oublie. Le père ouvre l'œil, tremble, trouble, tout a fui. 4. Décaoté, démêlé, il marmonne et rouspète en triant la pelote. Il remonte ses manches, les doigts empoissés de rien, ténébreux façonne. Il tire enfin, détache de la terre le ciel collé, fait de l'air luxe. On respire ébahi, il tousse et crache, c'est la mer, on glisse, on nage et sur terre ça marche. On s'attire et sème, s'engrosse, ça masse. Soucieux Dieu voit, il jette un ciron de haine qui s'infiltre, pénètre, croît. Bientôt fanfèle, sépare, brise, des têtes sortent, râles, ardentes, géantes, font des bras, des jambes qui montent, frénétiques, crient. Allons, lézarder le ciel, l'obséder, le bouter, frouler, détruire, suce. Dieu regarde, s'agace, baboule. Il passe sur le sable, la manche, laisse à la mer la place. 5. Elle prend, pétrit, repose, tout ça cuit, élève, se boursoufle, cuisant, gonfle, de terre, ciel, mer, vers bête, accouche. Là, la femme tombe du ciel sur la tête de l'homme naissant, ils roulent et se battent et s'embrassent, procréent. Là, sortent de l'œuf 2 êtres mêlés, soudés, baisés, longs, féconds, se défont, refont. Là, tant d'années pour paraître, venus des eaux, d'autres que lui, bientôt lui, voûté, redressé, dépoilé, homo, sapiens et plus, mu, se multiplient. Père et mère dépassés disent assez, ils se retirent du monde athée.
Je vous remercie. Alors, dans la revue, depuis quelques années, nous avons décidé de ne plus distinguer les traductions des poètes français. Avant, on avait, je regarde Claude Mouchard, avant on avait une section poètes de langue française, et puis après on avait poètes étrangers, on a eu un moment un peu gallimardien, poètes du monde entier. Et on a décidé progressivement de ne plus faire de distinction ni d'origine, ni d'époque. Et donc on trouve pêle-mêle, dans une conception de la poésie qu'on essaie de défendre dans la revue, mais qui ne nous est pas propre, des contemporanéités, des simultanéités et aussi disons, une espèce d'espace de traduction qui peut-être se confond avec ce qu'on appelle l'espace littéraire aujourd'hui. Et c'est pourquoi on trouvera dans la première section, celle des poèmes, que vous avez sur le sommaire, à la fois des poèmes français, des traductions de l'espagnol, mais aussi des traductions de Hölderlin par Eric Marty ou de T.S. Eliot par Emeline Durand. Et donc, dans cette section, on a, pour la première fois dans la revue, traduit des poèmes de Chantal Maillard, et c'est Julia Hameau qui a bien voulu les traduire, et donc je lui demande de venir nous les présenter et nous les lire. Bonjour, je vais vous présenter quelques poèmes que j'ai traduits de Chantal Maillard, poète et essayiste hispano-belge d'expression espagnole qui est née à Bruxelles en 1951. Les poèmes sélectionnés sont extraits de son ouvrage paru en 2020, Médée. Et je vais commencer par vous lire un poème en espagnol et après je vais passer aux traductions. Alors, Fragmento 1. Je suis un revenant. He vuelto de la muerte, de la nada enorme, el inmenso vacío bajo el manto. Je suis un revenant. He vuelto transparente, fantasmal la palabra, como un hilo, de saliva temblando entre los labios, invertido, el curso del habla. Cuida bien tus deseos, tú, que vienes a oírme, no sea que se cumplan. Quise volver entre los vivos, abandonar el don de los abismos. Quise cerrar los ojos que mantienen, despiertan las tinieblas y volver, abrir lo que distinguen, las cosas por su luz. Lo deseé, lo quise, ahora añoro el reino de las sombras, sofoco, golpeo el hilo, endurecido, tratando de abrir un agujero, un túnel que conduzca de vuelta a lo perdido. Me destrozo la uña, resbalo. He olvidado cómo hacer. Contempla tus errores, tú, que ahora penetras en mi celda, que yo considéré los míos hace ya mucho tiempo. Et maintenant, on passe au français. Fragment 1, livre premier. Je suis un revenant. Je suis revenu de la mort, de l'énorme néant, l'immense vide sous les manteaux. Je suis un revenant. J'ai rendu transparent, fantomatique, les mots comme un fil, des salives tremblant entre les lèvres, inverser les cours de la parole. Prends bien soin de tes désirs, toi, qui viens m'écouter, au cas où ils se réalisent. J'ai voulu retourner parmi les vivants, abandonner les dons des abîmes. J'ai voulu fermer les cieux qui maintiennent éveillés dans les ténèbres et rouvrir ceux qui distinguent les choses de leur lumière. Je l'ai souhaité, je l'ai voulu. Maintenant, j'ai les mal du royaume des sombres. Je suffoque, je heurte sur la glace durcie, en essayant d'ouvrir un trou, un tunnel qui mène à ce qui a été perdu. Je déchire mes ongles, je glisse, j'ai oublié comment faire. Contemple tes erreurs, toi, qui pénètres maintenant dans ma cellule, que j'ai considéré les miennes il y a déjà longtemps. Fragment 10. J'ai tué mes enfants, oui. Ou ce fut l'histoire qu'on vous a racontée. Qu'est-ce que j'ai utilisé? La corde? Les couteaux? Les poisons? Ou peut-être ce fut l'absence? Est-ce que cela a de l'importance maintenant? Je n'ai fait que précipiter la fin d'un processus. Ne condamnons-nous pas toutes nos enfants? Ne destinons-nous pas leur corps tremblant à la mort au moment même où nous les concevons?
et en les expulsant de l'utérus vers la lumière, ne les forçons-nous pas à partager la violence et la perte des savoirs, que chaque pas en avant est une soustraction? Celui qui anticipe délibérément les destins est-il plus coupable que ceux qui, conscients de la douleur qui les attend, se réjouissent d'entendre leur premier cri et sourient béatement face à la fin? J'ai tué mes enfants, oui, mais ce ne fut pas par pitié. Je n'ai pas eu ce courage. Les poètes les disent bien. J'aimais Jason, mais c'est la fin de ce qu'ils savent. Fragment 23. Vos artifices m'ennuient. Inutile est le vers qui n'a pas d'héritage à transmettre. Inutile est la science qui élabore des préceptes et des obéissances pour un monde d'idées parfaites et des savoirs imparfaits. Inutiles sont les dieux incapables de vous donner la clé de l'anamnèse. Vous transformez votre manque en admiration. Vous vénérez la lettre. Et pendant que vous broyez la meule, vous laissez sécher les grains sur les épis. La mémoire est sonore. Tendez l'oreille. Il n'a jamais eu besoin des lois, les cœurs humains. Il n'a jamais eu besoin des dieux pour comprendre les blessures. Animal parmi d'autres animaux, museau parmi les museaux, langue des langues, pas pour la parole, mais pour lécher la plaie. Palpitation, souffle, rarement éveillé, mais toujours présent. L'équerre étrange n'a pas besoin d'émission. Il ne répond pas aux doctrines. Il n'écoute pas les préceptes. Il n'a pas de pitié. Il va. Il va jusqu'à la blessure et il la reconnaît. Fragment 28. Aucun prédateur n'est tue ses propres enfants, m'écriez-vous. Comme c'est vrai, nous ne les sommes pas. Il y a longtemps que nous avons cessé d'écouter les voix de la terre. Nous avons perdu l'innocence. Les nôtres maintenant, une femme croissante, à jamais insatisfaite. Dans notre royaume, la faim est les désirs, et les désirs est la guerre. Comment avoir compassion? La tâche nous incombe désormais. Arrêter la roue, couper les cordes qui maintiennent celui qui est né dans l'étau de la faim et de la terreur. Abandonner la bonne conscience et les territoires protégés. Traverser les extrêmes et pénétrer dans mes ténèbres. Osez entrer dans mes ténèbres. Ne jugez pas. Détachez-vous du jugement autant que de la tristesse et contemplez, serrant, l'effroyable vacarme des êtres qui, enfermés dans la peur, les transforment en miel pour ne pas oser briser les cercles de la faim. Fragment 36. Oh oui, je l'avais oublié. Ce qui est correct et ce qui est incorrect. Les chemins corrects, l'endroit correct, les mots corrects. Approche-toi de ma barque, toi qui rôdes à la tombée du soir et qui ramasse des galets dans la bouche. Selon quel code ce qui est correct est-il correct? Crois-tu que vos lois correspondent à un ordre supérieur à celui de la faim? Crois-tu que la parole est dictée par l'univers ou par un être de justice qui vous attend au-delà du temps? Toujours prête à croire l'âme, faible l'âme fertile, dans les visions et les rêves, les mystérieux desseins et les obscures méditations, toujours désirante, prête à plaider, à lever les bras et à invoquer, les mains ouvertes, grandes ouvertes, tandis que les corps serrent les poings contre les ventres qui crient sa faim. La croyance est la chance de l'idiot, les recours du maladroit, l'armure du fumier, sous laquelle germe la discorde. Il n'y a rien à espérer, rien à découvrir, aucune fontaine aux sources, aucun destin, rien à mériter. Les mondes et les goûts des dieux, les cloaques des galaxies, pourquoi perdez-vous les temps? Détrompe-toi, et il n'y a que la faim, la blessure de la naissance, son cri et les brouillards d'une origine qui, imperceptiblement, au fur et à mesure que nous nous déplaçons, s'évaporent, laissant dans la couture la trace salée des larmes. Sous la peau, la soif est la constante, perd tout espoir, il n'y a rien au-delà. Personne ne vous aidera à traverser la steppe, ni ne vous conduira à la pierre douce de l'oiseau charognard. Personne ne t'accueillera en son sang lorsque les souffles aura cessé de siffler dans l'ouverture de ton fragile ossature. Méprise tout profit. Vous ne pouvez pas vous souvenir des débuts. Nous ne pouvons pas. Vous ne pouvez pas. La membrane est si épaisse et si long les tunnels.
soit la mémoire de l'oubli, soit les témoins de l'orphelinat. Fragment 41. Personne ne pénètre dans les dessous du dessous avec la pelote dans la main. Les fils doivent être lâchés dans la descente. Les fils et l'histoire personnelle qui nous retient à la surface. L'écart de l'hybride est tel que personne ne peut supporter sa présence sans perdre la raison. On préfère lui donner la mort. Tout ce que nous ne comprenons pas nous affole. Les poètes racontent des fausses histoires. Ariane était ingénieuse, mais lâche, taisée et découragée, mais avide. Personne ne pénètre dans les dessous du dessus s'il n'est pas prêt à oublier les chemins des retours. Fragment 47. Pénètre plus bas, dépourvu d'histoire, n'attend ni pardon ni grâce, car dans ces endroits, il n'y a ni faute ni coupable. Lève la tête, gîte tes seins, désormais, ta victime sera ton guide. Sois prête à les recevoir. Merci. Alors, dans cet espace de traduction, place est faite fréquemment en retraduction. On a ainsi consacré, vous le savez sans doute, plusieurs numéros à Celan. On a retraduit plusieurs fois des textes de Paul Celan. Et dans ce numéro 188, Emeline Durand, que certaines et certains d'entre vous connaissent peut-être pour son livre sur Rosenzweig, la question de la langue chez Rosenzweig, nous a offert 2 retraductions de T.S. Eliot, absolument merveilleuses, dont la retraduction des Hommes creux et du Mercredi des Cendres. Et je voudrais juste vous lire une petite section du Mercredi des Cendres, qui est la section 4. Vous savez que Eliot aime les poètes composés avec des suites. Et voici cette section 4, donc dans la traduction d'Emeline Durand. Qui vint entre la mauve et la mauve? Qui entre les degrés divers de vert nuancé, vêtu de blanc et bleu, couleur de Marie, parlant de choses insignifiantes, ignorantes et instruites de la douleur sans fin, qui se tint parmi les autres venant? Qui, lors, rendit fortes les fontaines, neuves les sources, fraîche la roche asséchée, solide le sable, en bleu de pieds d'alouette, en bleu de Marie, Sauvenia vos. Voici les ans qui viennent, entrent, chassant violon et flûte, ramenant celle qui va dans l'intervalle entre le sommeil et l'éveil, portant des plis de lumière blanche, lovés en eux. Viennent les ans nouveaux, ramenant les ans à travers la nuée brillante des larmes, ramenant dans un maître nouveau la rime d'antan, rachète le temps, rachète la vision négligée dans le rêve majeur des licornes à pierreries tirant leur fourgon d'or. La sœur silencieuse, voilée de blanc et de bleu entre les ifs, derrière le dieu du jardin, à la flûte essoufflée, pencha la tête et se signa, mais ne dit mot. Mais jaillit l'eau de la fontaine, coula le chant de l'oiseau, rachète le temps, fragment du mot non oui, non dit, jusqu'à ce que le vent fasse de l'if tomber 1000 soupirs et à l'issue de notre exil. Alors maintenant, nous allons écouter une autre voix qui est dans la revue, un auteur que nous aimons suivre et qui nous fait l'amitié de nous offrir souvent des textes, des traductions, des poèmes. Je veux parler d'Éric Marty, qui va à la fois lire des traductions d'Hölderlin et puis quelques poèmes de lui. Tu préfères lire assis ou debout? Debout? Debout, oui. Assis? Ah bah oui. Merci Martin. Alors en effet, je vais commencer par lire une traduction d'Hölderlin
que j'ai faite, pas du tout pour contester les traductions existantes, qui sont magnifiques, de Bernard Pottrat, de Jacques Cottet, etc., mais pour ajouter simplement une autre voix, une voix supplémentaire. Et Hölderlin est très hospitalier. Il permet précisément peut-être que beaucoup de voix l'habitent. C'est un poème qui est très connu. En allemand, le titre est Blodigkeit, qui est traduit généralement par timidité. La traduction donnée de ce mot est timidité. Ça pourrait être stupidité. J'ai choisi scrupule comme titre. Et ce scrupule, cette timidité, cette stupidité, c'est l'intervalle au fond qui sépare l'être ordinaire que nous sommes et puis le poète auquel on aspire être. Et c'est cet intervalle, justement, le poème le remplit. Scrupule. N'es-tu pas l'ami d'un grand nombre de vivants? Tes pieds ne parcourent-ils pas le vrai comme sur un tapis? Alors, mon génie, entre dans la vie à découvert et ne prends pas peur. Quoi qu'il arrive, tout t'appartient. Poétise pour ta seule joie. Qu'est-ce qui pourrait t'offenser, mon cœur? Rends-toi là où tu vas te rendre. Car les célestes, comme les hommes, sont un gibier esselé, et qui conduit les célestes même à la contemplation, le chant, le cœur princier, selon leur espèce. Nous, langue du peuple, nous aimons la compagnie des vivants, où tout est conjoint dans la joie, et où tous sont égaux, ouverts à tous, comme l'est notre Père, le Dieu du ciel, qui répand sur tous, pauvres et riches, la pensée du jour, qui, au tournant du temps, nous a redressés, tout proche de l'endormissement, nous tenant comme des enfants par des rênes d'or. Nous sommes bons aussi à quelque chose quand nous faisons de l'art une offrande, et que parmi les célestes, nous en figurons un. Mais, en ce qui nous concerne, nous présentons des mains sûres. Alors maintenant, je vais lire deux poèmes que j'ai écrits. Évidemment, c'est un peu difficile, délicat de lire des poèmes après Hölderlin, mais bon. Voilà, le premier poème s'appelle « Sédation ». Don du sommeil, égaré et perdu au silence de la nuit, agité et sale, plus nocturne que jamais, sans accalmie, le cœur, absent. J'étais possédé par une fatigue qui ne tenait aucun repos, qui ne méritait peut-être aucun repos, qui ne désirait peut-être aucun repos. Était-ce ma fatigue ou bien celle de quelqu'un d'autre, de plusieurs autres pourritures qui pèseraient? Inutile de répondre. La fatigue d'un corps de sel dans mon corps, la fatigue d'une fatigue de sel dans ma fatigue, inutile de répondre. Une eau tiède, une eau verte qu'aucun visage n'aurait pu désirer pour obtenir le réveil d'entre les vivants, inutile de répondre. J'avais soudainement faim, ne nourris pas ta fatigue. J'avais soudainement soif, n'abreuve pas ta fatigue. J'avais soudainement sommeil, n'endors pas ta fatigue. À qui devais-je cette lente sédation? Cette sédation profonde et continue jusqu'au décès, qui pénétrait chacune de mes veines, sédation circulant dans mon corps jusqu'au moment où l'affreux liquide atteindrait mes lèvres, ma langue, mon palais, ma gorge, moi défunt. Don du sommeil, égaré et perdu au silence de la nuit, agité et sale, plus nocturne que jamais, sans accalmie, le cœur, l'absent. Et le deuxième poème, le dernier poème que je voudrais lire, s'intitule « La nuit porte sommeil ». J'étais au fond du lit, au fond et non pas au creux. J'étais recroquevillé et non pas allongé. Non pas depuis la veille au soir, mais depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. J'espérais que la nuit porte sommeil, mais la nuit porte la nuit. Je demeurais sous son emprise, celle de la nuit, alors que j'aurais voulu dormir sous le joug d'un rêve remuant et bon comme une langue humaine, unie et savoureuse, quand sortir du lit aurait fait de moi une torche vivante. Merci.
Merci Eric Marty. Dans la revue, comme vous le voyez dans mon dos, on a depuis maintenant 3 ans une série de sections, pour ainsi dire, que l'on nourrit si des textes nous arrivent, pas par automatisme, mais plutôt si les textes viennent. Et il y a une section qu'avaient créée Théon Bogu et Claude Mouchard, qu'on a appelée Exil-Asile, une section non loin l'Ukraine, et une section qu'on appelle Continuer de Guy. Et pour ce numéro 188, dans la section Exil-Asile, on trouve des lettres d'Aman de Mira Mattar, traduites par Judith Amansour et Elsa Boyer. Alors, Mira Mattar est une écrivaine anglaise palestinienne, donc, qui a écrit un livre qui s'appelle Affiliation, donc, dans lequel il y a les 4 lettres d'Aman que nous avons traduites. Et donc, on va d'abord écouter Mira Mattar lire elle-même la 2e lettre d'Aman. You may be loving a murderer right now, starched and ironed, by imported domestic workers, fettered, uniformed, and eating later. Alone, but out of the same one headphone in for the baby there, while on real hips, a stranger's little man licks the floor in his suit and tie. In organized cuteness, bows flop, accented Americanly, and peaceful so far about genitalia, until the girl behind learns sexy. The womb swallows cream directly from the source, clogs the mouth, in time for tinted windows, dim outlines, double locked, alarmed, safety belted, diazepam lace, genuflecting Mother Mary laminated under the pillow, shrouded densely with the distance necessary to survive the distance, which follows you in the parking lot and then out of it, and then to your door, until safely within your dwindling tribe, violent with pride. Even the rectum won't give insomnia a rest. Their work is tireless, God bless them. Fatigued fatigues, slim moustache, a salute to their bravery. What bravery to preserve things as they are, to adore to death, to spray and mop, to check the rearview mirror, the wing mirrors, the compact, to check the rearview mirrors, the wing mirrors, the compact, to check the rearview mirror, the wing mirrors, the compact, until each wrinkle happens before the eyes, before the blood of Christ stains the rug, before the foreign guests balk at the burning garbage, or a man starved to death, legless in a doorway. Just to be sure, gargle with bleach after every odor. Ensure no texture is textured, that no light comes in the morning. Ever pressing the iron along the vast balloon of underwear, or the narrow hem expense, or the immense floral bedtime. Scratch out the eyes until it is only holes and wondering why there are holes, when so much has been stuffed with puppies and Jesus. Thickening at every corner of the bathroom, measured against piles of hand-stuffed and rolled vine leaves arranged hugely, lined with chops, steamed and flipped, and returning in the white bowl, ever gleaming, sift scrubbed, nails protected, hair up, on the knees and groaning to rise from the endless wipe. The darkening nipple drags behind a gorgeous exhale is the closest to prayer's song, on the knees facing Medcat unrolled at 11:43 a.m. between the shoppers. A parrot repeating translated, cup of milk, bread and its lack. What arrogance to refuse it. Kiss the ground, slim moustache. Keep the eye trained along the barrel of things as they are, along the border with our well-armed neighbour in peace, who diverts our river's water, drying our farms and shrinking the shrinking Dead Sea. Long guns pirouette down by the demographic I could out to, were I born of the big dumb brain of a man, terrified into pride and calling it independence.
puffing its chest out as it reaches emphysemically for dessert in 1946, the British. The old days. How grand the stairs were. How the bougainvillea erupted like the first television. How we crouched in the yard, burning cotton buds and wanting to be fucked. How they could double park, drunk and high, with the spoiled confidence of wealth. How we knew everyone and everyone knew us. Moi, je vais vous lire la première lettre d'Aman. Lettre Aman 1, 2015-2016. C'est une supplication sphérique venant de toutes parts. Les yeux caverneux, familiaux, marrons, s'écarquillent. Vitreux quand je dis que je ne ressens rien pour mon utérus. Son fonctionnement visqueux et belliqueux. Sépare, répète. Il y a surtout un état de siège blanc crayeux à avaler et digérer dans le bus, sombrant dans son adorable revêtement géométrique, infusé de boutons pression, les os vibrant dans les orteils. Cette morosité fragile et attendue, cette idylle chaude et bilieuse, le confort. Gris, écumeux et trempé. Une main sur la gorge d'un sentiment qui circule uniquement entre deux personnes. Non. Boursouflé pour l'une et jaillissant chez l'autre. Pierre et sueur, suave et défoncé. Comment il vénère la chatte alors qu'il ne supporte pas le mot mère. C'est ta joie idiote et non toi qui es adoré. C'est parce que tu ressens qu'on t'accorde une spécificité. Il faut qu'il soit en vie. Payez-moi alors, espèce de sadique maladroit et mou. Gentil robot débile et mouillé. Pois chiche, citrouille, beurre de cacahuète, crème. Fouet, eucalyptus, poison. Une émotion familière et intérieure traquée quotidiennement à l'affût d'une défaillance, contrôlée annuellement au moindre clignement d'œil, doute ou mépris. Quitter une mer tempérée pour un océan hostile, échanger un glamour vulgaire et ensoleillé pour une tristesse mitonnée et guindée. Assise 5 ans à pleurer et se faire cracher dessus. Appeler chez soi pour demander comment faire des spaghettis, sans qu'on sache que tu n'as que 22 ans, sans qu'on sache que tu es pour toujours juché sur ta valise, parce qu'on se moque de ton accent, parce qu'il n'y a pas de citron. Être incomprise et sans citron est une terrible solitude poussant dans les boyaux, imposant l'emprise séduisante de la routine domestique à ta vie meilleure, ton concentré de tomates en tube. Ton loyer est payé. Oh, mais il y avait des figues et des pistaches, des saisons et des voisins. Oh. C'est remarquablement bien situé, chérie. Pas mal pour un baiser de chameau. Il rigole quand le point se présente. Plus de lait d'économie libérale que tu n'en as jamais vu. Ici, là-bas. Chaque maison est une zone de guerre de toute façon, où chacune de nos prépensées duveteuses, imperceptibles, s'absorbe mutuellement, en osmose, à cran, et exhibée en guise d'intimité, transformée en cruauté pendant les repas, extirpée de ce qu'on a sacrifié pour l'occasion, ce qu'on avale pour survivre, ce qu'on perd, carcasse sanglotante sur les trottoirs des villes mitraillées. On transportait de l'eau jusqu'au 11e étage. Ne pars jamais à moins qu'on t'y oblige. Quelle nouvelle autoroute, quel nouveau studio de bord de mer, quelles eaux usées, quel 4x4 qui rôde, quels impacts de balles camouflés, quel nom de rue tout à coup nécessaire dans l'étendue urbaine impossible à traverser. Le mineur doit peupler, les murs aux quêtes des Jésus. Fais des miracles. C'est dans ton nom déclinant. Liberté ne voulait pas dire détenir la même poêle à frire pendant 10 ans ou écrire à perte des poèmes de gauche à droite. Vaut-il mieux être aimable et peser chaque mot, censurer et repasser, tout en sachant ce qui a été perdu, organiser tes actifs pour séduire, ton cerveau pour être rentable, ou être toujours visiblement en train de se tortiller, enlaidi par le manque qui transforme tout cet au revoir en un étroit et pénible canular. Lettre d'Aman 3, 2017-2018. Aimer les Anglais s'avérait mauvais pour ma santé à nouveau. Sans élégance, mes cheveux grisonnés. Sans sommeil, cette saison des cadeaux, et presque aveugle d'un œil. La douleur de l'aîné ne s'apaise pas, celle étrange et lancinante des tendons.
une affliction nerveuse, jambes croisées sur le lit, des sacs remplis de liquide, incomprises et approchant les douces cavités du bassin, cette construction de génie. Visage traité depuis 2 heures avec masque et crème, gel et peeling, jusqu'à ce que les années soient lissées, et dessous, il y a ce moi infantile, toujours en train de crier. Manque tenace. J'ai rêvé que mon visage était recouvert de bandelettes. Une fois enlevée, elle révélait que rien n'allait de travers et j'ai accepté que mon visage soit le mien et je l'ai apprécié. Tout a une fin. Ceux qui ne peuvent partager, qu'ils partent, empoisonnant la liberté, le mot. L'apprendre à autrui ne permet pas de la posséder vraiment. La penser comme une chose à détenir, c'est la nier complètement. J'ai vu les meilleures femmes sur plusieurs générations, etc., etc., au lit, sans sexe, au lit. C'est comme quand tu parles, il y a cette mouche, et à des latitudes et des longitudes considérablement différentes, la même manière d'écraser et d'empailler. Je préfère avoir pour amis ces brutes avérées plutôt que des excuses. Tu ne peux pas embrasser en retour, les bras attachés dans le dos, les jambes entravées aux chevilles. Tu ne peux que te tortiller comme un stupide serpent affamé, fait de trous, et se pliant en arrière vers la seule option, petite salope, vieille fille pourrie, amoureux anémié d'une pitoyable cousine étrangère, tomate froide, habit de travail écrasé contre les mollets ou recouvrant à moitié la tête et suffocant à minuit. Viens ici et enseigne, viens ici et élève, viens ici et mange toutes les filles que tu veux, un bel homme, on va s'occuper de toi, ce qui me fait dire que l'assassinat est inévitable. Incessant le travail des femmes, ta peau plus claire, cette perfection, cet hydratant, ce Skype en famille, cette main dans la chaussette, ce baiser de bonne nuit. Dans le rétroviseur, la tragédie de mon infécondité. Ma syntaxe impossible à câliner. Magnifique, mais je ne comprends pas. Tous mes amoureux rampants. Mieux vaut m'aimer comme un sarcophage lascif. Ce serait raisonnable de congeler tes ovules, même si pour moi tu as toujours 17 ans. J'avais bien le double alors, et je dois pourtant écouter mes tripes. Je me souviens quand le sexe était sans surveillance avant de venir sur le continent. Quel avenir ? Ce qui fait tenir ces rues ensemble, c'est la fine pellicule de tradition, celle encore plus fine de la peur, la plus fine de toutes, celle du pouvoir, celle opaque des rois, celle transparente des mandats et des colonies, celle invisible de Dieu, ce qui équivaut à une gifle donnée par une Palestinienne de 16 ans à un soldat de l'armée israélienne parce qu'il a tiré dans la tête de son cousin de 15 ans à bout portant une balle en acier recouverte de caoutchouc qui s'est logée dans son crâne, a brisé sa mâchoire, le plongeant dans le coma en décembre 2017. Un trou ouvert, dedans un tuyau bousillé qui gicle et rebouché en 2 heures. Ils rient et disent OK, mais le tuyau en dessous est toujours éclaté. C'est un quartier agréable, là où les mendiants se faufilent entre les voitures, demandent du pain à voix basse, tandis que nous dégustons des oisillons et des plateaux de fruits, en continuant à téter les os des rois. Merci beaucoup à Elsa Boyer, Judith Vincent. Seules des mains vraies écrivent de vrais poèmes. Je ne vois pas de différence de principe entre une poignée de main et un poème. Vous connaissez cette formule de Paul Celan. Et dans la revue, il arrive souvent qu'on nous tende des mains, on nous apporte des poèmes et des relations étonnantes se nouent. Claude Mouchin aime souvent citer cette phrase de Keats, de la démocratie des arbres. Et c'est un peu ça, la revue aussi. Et il nous est arrivé par des parcours étonnants et plaisants de recevoir des poèmes d'une figure que vous ne connaissez pas encore et qui est un poète, un homme qui s'appelle Jean de Kéker. Alors c'est une figure tout à fait extraordinaire. C'est un homme qui est né en 1920 et qui est mort en 2003. Et peut-être certaines et certains d'entre vous le connaissent parce qu'il a été, c'était un psychiatre de formation, et il a été l'assistant de Ferdière à Rodez, et il a entretenu une correspondance dont certains
certaines lettres sont publiées dans la correspondance chez Gallimard d'Antonin Artaud. Il a entretenu une longue correspondance avec Antonin Artaud. Et il a travaillé avec Artaud, il a travaillé avec Ferdière pour essayer de faire sortir Artaud de cette crise terrible qu'il traversait entre 1943 et 1944. Et puis en 1948, il a publié une thèse de médecine, monographie d'un psychopathe, dessinateur, étude de son style, et c'était la première thèse de psychiatrie consacrée à la création artistique en France. Donc c'est un homme de grande importance culturelle, il a été l'ami de Jean Dubuffet, il a connu grâce à Dubuffet Breton, Pollan, Henri-Pierre Rocher, et il a contribué au développement des relations entre psychiatrie et art. Et parallèlement à ses disons, travaux de psychiatre, il a une œuvre de poète à laquelle il a pu se consacrer après sa retraite dans les années 80. Et grâce à sa veuve, qui est ici, et que je vous demande, si sa modestie ne s'en offense pas, d'applaudir. Nous avons donc eu la chance de lire et d'aimer certains de ses poèmes. Alors je vais en lire deux, tout simplement, parce qu'il n'est plus là pour les lire, bien sûr. Et le premier poème s'appelle « J'habite la maison des paupières ». J'habite la maison des paupières, 1 million d'oiseaux rois, pris en vol, tombés du jour, plumeux au vent. Yeux ouverts ou fermés, de la racine à l'arbre que je vois, tes mains vides filent la trame de tes mains pleines. Peu à peu, sur tes mains jointes, s'ouvre le long couloir des prisons. J'habite sur la montagne, la maison qui s'unit à la pierre, portes et fenêtres fermées sur ma forme, cheval au galop sur le vide, un oiseau d'or file à lui des paupières. Le cycle est boucle, tout s'enchaîne, je m'arrête, je vois le cercle des anneaux, la forme du rêve et du silence. Je te vois, uni à la montagne étincelante, ceinte des plumes, des oiseaux dévorés. Je me penche sur le vide, la chair libre, ouverte au fil de tes mains, ma trace levée s'effile à l'éclat de tes yeux. J'habite en toi une pierre habitée, 1 million d'oiseaux rois, 1 million d'arcs de cercles, de l'angle de tes cils, au fil de tes chevilles, je te vois dénudé, libéré des anneaux de la montagne dans les plis ouverts du manteau. Les cercles sont brisés, toi c'est moi, je le sais. Femme, ils ne savent pas, l'amour c'est ta prière. Et un deuxième poème qui s'intitule « Bienheureux ceux qui sont morts ». Bienheureux ceux qui sont morts, les yeux blottis dans l'écorce de l'arbre, le duvet de leur corps, plumes de l'oiseau vertical, portes et fenêtres ouvertes, au fond des yeux, la déchirure des parois, la mort n'est rien que le miroir de la mémoire où garder sa naissance comme un secret. Je remercie Geneviève de Kecker de nous avoir donné ces poèmes. Merci beaucoup. Et j'appelle maintenant à lire, s'il le veut bien, un ami de longue date de la revue, un ami très fidèle de Michel de Guy, Emmanuel Moses. Et donc cette fois-ci, Emmanuel, qui est un poète que vous connaissez, ne nous a pas donné des poèmes, mais un texte en prose. On a touché au temps. Voilà, bonjour. Ce texte est une conférence un peu remaniée que j'avais prononcée au Musée d'art et d'histoire du judaïsme, pas très loin d'ici, rue du Temple. Il est assez long, donc je n'ai pas voulu prendre le risque de vous endormir. Je vais simplement lire les 2 premières séquences de ce texte, qui sont un peu comme un prélude, tant il est vrai, me semble-t-il, en tout cas pour moi, que la mémoire procède un peu à la façon d'une fugue. Voilà, donc c'est le prélude d'une fugue un peu plus longue. Et il porte sur le Shabbat. Voilà, le titre de la conférence était « Le temps du Shabbat, le 7e jour de la semaine »,
la religion et la culture juive. On a touché au temps. Toute création est en même temps une résurrection, parce qu'elle insuffle la vie à des mots morts, car les mots sont des dépouilles abandonnées sur les champs de bataille du passé, lointain ou immédiat, parce qu'elle ranime des sentiments, des impressions, des observations, des souvenirs, volontaires ou non, et parce qu'elle rétablit une communication entre moi et les autres, un dialogue avec autrui qui, interrompu sans arrêt, me fait continuellement mourir à lui et lui à moi. Le temps, lui, est à la fois création et résurrection. Création ex nihilo, jamais l'instant qui surgit n'a existé, et résurrection dans la mesure où sa substance, son tissu, fait d'unités minuscules jusqu'à la microseconde et moins encore, s'irrigue lors de l'instant qui vient de sang nouveau, et que de momie entourée de bandelettes, il devient être de chair. De chair, bien sûr, également, parce que par l'homme, il s'incarne et s'humanise à son tour. S'il était un vampire, on pourrait dire que la nuit du surgissement le réveille et que le tue le jour annihilateur de l'apparition. Temps et création font donc fondre le gel de la mort, comme l'appelle Dante au chant 13 du paradis. Printemps, soleil, ils ont pour vertu cardinale de générer et régénérer. Et la mémoire tend à stabiliser, nous enseigne le philosophe Miguel de Unamuno, c'est-à-dire à rationaliser, à figer, à donner forme, à formaliser au sens littéral, et ainsi le coup de grâce. Avec la mémoire, le couperet tombe. Rien n'est plus éloigné de la vie que la mémoire, car la vie est oubli perpétuel, Nietzsche l'a assez écrit, il en est le gage et le moteur. Repensez à la nouvelle de Borges, Funès ou la mémoire, pour vous en convaincre. Et de plus, la mémoire est fille de la douleur, qu'on la nomme deuil ou nostalgie. Pas de pire douleur que de se souvenir des temps heureux dans la misère, pour citer Dante une fois encore au chant 5 de l'enfer. Moi, qui vais vous parler de quelques scènes d'enfance, je le ferai non pas comme propriétaire de ces souvenirs, comme détenteur exclusif d'une conscience qui m'est propre, mais de la même manière qu'un acteur sur le plateau, sinon dans ces baraques qui étaient des temples bénis d'imagination et de liberté poétique, et auxquels se réfère Sevold Meyerhold, le grand poète libre du théâtre russe moderne, assassiné dans les prisons secrètes de Staline. Ainsi, je tenterai d'éviter les pièges de la mémoire pétrifiante pour créer et recréer, pour vitaliser à votre intention des images qui hantent mon cerveau, comme les spectres, les nuits de pleine lune, les cimetières de campagnes anglais, tels que Pip, l'immortel héros des grandes espérances, crut en voir, sans se douter à cette époque de sa vie, sa toute petite enfance, que certains fantômes sont destinés à devenir non seulement des amis, mais des anges gardiens. Et la deuxième partie. Celles et ceux qui les ont connus enfants se souviennent-ils des lanternes magiques qui projetaient sur un mur des dessins colorés ? Le principe de ces appareils était simple. Une bougie ou une ampoule éclairait de l'intérieur des plaques de verre sur lesquelles étaient peints différents sujets ou des illustrations de contes familiers, et ceci était reproduit sur le fond blanc des cloisons de nurserie, comme les reflets se couchent à la surface de l'étang. Semblablement, l'évocation d'images anciennes dont nous sommes les dépositaires, nolens volens, serait-elle impossible et impensable sans une lumière intérieure ? Mais de quelle lumière pourrait-il bien s'agir ? Peut-être de cette étincelle de lumière divine que nous portons tous en nous et qui illumine notre psyché, fût-ce d'un rayon tremblotant et pâle, comme celui que nous guettions autrefois sous la porte close, alors que nous luttions pour ne pas nous endormir seuls, sans baiser ni caresse maternelle. Proust en savait quelque chose. Dieu promènerait ainsi sa lueur de chandelle dans nos galeries souterraines, nos labyrinthes souterrains, et libérerait des essaims de tableaux dormants, comme on réveille des papillons qui élèvent en spirale leurs rubans roses ou bleus sous le ciel tropical qui leur est cher au cours de leurs incroyables migrations. L'alchimiste, dans sa recherche de la pierre philosophale, qui a le pouvoir de transmuter tous les métaux en or, devrait peut-être se tourner vers son espace intérieur, plutôt que de se pencher sur la tanore et les cornues qui encombrent son laboratoire. Parce que l'or est en nous, et l'opération qui consiste à l'obtenir ne nécessite aucun appareil. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or, écrit Baudelaire. Mais en nous,
Ce n'est pas la boue qui se transforme en or. Ce sont ces costumes, ces cahiers, ces objets de peu, parfois voire de pacotille, extraits de boîtes et de coffres, poussiéreux, usés, fripés, défraîchis. Ces accessoires, en somme, qui, une fois sur les planches où nous sommes les maîtres, comme au théâtre le metteur en scène, comme l'acteur face à son public, se métamorphosent pour briller avec éclat, s'ennoblissent et acquièrent une valeur inestimable. Lumière divine, tu es le pont qui relie l'autrefois à l'aujourd'hui, la clé qui affranchit le passé captif et lui rend la liberté du présent, car la liberté ne se conjugue qu'au présent, mais c'est une autre histoire. Tu es la formule du prestidigitateur, l'abracadabra, l'abraxas des gnostiques, le hocus pocus de ma grand-mère berlinoise, qui permet à la blanche colombe ou au lapin angora de sortir de l'abîme du haut de forme, de ce trou sans fond que nous portons tous, non pas sur la tête, mais dans la tête. Et c'est en proférant cette incantation dérivée, soutiennent certains de l'hébreu, en me fiant à ces pouvoirs propitiatoires, que je vais partager avec vous 4 moments, donc je ne le ferai pas, qui ont pour dénominateur commun le jour du Shabbat, où, pour imiter Dieu qui s'y reposa de sa création du monde, les Juifs, depuis plus de 3000 ans, s'adonnent aux délices de l'oisiveté, du farnienne, de l'otium, si vous préférez. Et à la réflexion, écrire aide parfois à réfléchir, le Shabbat est le seul jour où l'homme peut pleinement se considérer à l'image de Dieu. L'œuvre du Tout-Puissant, durant les 6 jours de la création, est incommensurable à notre activité humaine, inexistante en comparaison. Mais le Shabbat, exactement comme notre Père qui est aux cieux, nous observons un répit, nous instituons un hiatus, nous ménageons une brèche dans notre quotidien laborieux. Oui, c'est le jour du Shabbat, et non pas dans l'orgueil insensé de la construction de la tour de Babel, que nous sommes comme Dieu. Comment les disposer ou comment ne pas les disposer ? L'ordre chronologique me déplaît ici. D'ailleurs, il me déplaît tout court. Le substantif « ordre » agit comme un répulsif pour moi, et de son adjectif chronologique émane une tristesse de pluie automnale. Il faut donc que j'en dévie. On peut dérouler le temps, vous savez, on peut toucher au temps. Un objet me guide dans l'entreprise, cependant, et plus précisément un aliment fait de farine, d'eau, de sel et doré au jaune d'œuf comme la tempéra. Vous l'aurez peut-être deviné, je veux parler de la challah, le pain brioché, tressé des 2 repas principaux du Shabbat, sur laquelle on prononce la bénédiction « Béni sois-tu, Dieu, roi du monde », qui fait sortir le pain de la terre. Le pain, et non pas le blé ou le froment, notez bien, parce que les céréales sortent de la terre grâce aux travaux agricoles, aux travaux des champs, et qu'après tout, l'homme en est l'artisan par son labeur. Donc c'est lui qu'il aurait fallu bénir, lui, c'est-à-dire l'espèce humaine, pour cet exploit, mais que le pain émerge des sillons, voilà le miracle et le sujet d'émerveillement qui nécessite action de grâce et louange. Merci. Merci à toi, Emmanuel. Alors, la revue, en fait, elle surprend souvent les lectrices et les lecteurs, et peut-être même ceux et celles qui la composent, parce que, comme vous le voyez, la question de son unité, la question de ce qui fait coexister des textes entre eux, et qui fait l'objet de notre travail presque quotidien, c'est-à-dire faire un numéro qui tienne, et pas simplement qu'il soit une collection que les gens iront dépecer comme ça sur Kern, puisque nos textes sont sur Kern. Le numéro de la revue, c'est un numéro qui essaie de rendre contemporain un certain nombre de présents. Et là, vous avez entendu le texte d'Emmanuel Moses, on a touché au temps sur le Shabbat, mais on se demande souvent, et c'était un jeu que De Guy aimait beaucoup faire, de quoi sommes-nous les contemporains ? Alors quand on est en 2024, évidemment, on se dit 2024, c'est l'anniversaire de qui, de quoi ? Alors on réfléchit et puis on se dit, ah ben oui, évidemment, 2024, c'est les 100 ans du surréalisme. Mais 2024, c'est aussi, et on a fêté son anniversaire à 15 jours, c'est les 500 ans de Ronsard. Et puis c'est aussi les 550 ans de Pétrarque. Et puis c'est aussi les 80 ans de la mort de Léonie Ginsburg. Et c'est aussi les 100 ans de Claude Lefort. Et notre revue, elle peut pas être contemporaine de tous les anniversaires. Mais elle essaie de rendre ces anniversaires compossibles dans une expérience de lecture qui sans doute peut heurter les esprits
acquis ou attachés à des systèmes de cohérence qui ne sont pas les systèmes de cohérence du poème, mais de la même manière qu'on compose un poème avec tous ses anniversaires, tous ses morts, toutes ses présences, tous ses fantômes, eh bien on compose une revue comme ça, avec toutes ses présences, tous ses anniversaires, toutes ses morts. Et dans la section des proses, avec Emmanuel Moses, on a touché au temps, avec Théom Bogu sur le computationnel, avec Alain Borer sur la stichométrie, un texte formidable de métrique, et avec Victor Malzac, qui rend hommage à Cédric Demangeot, on a eu, grâce à une membre importante de notre comité, Claire Polian, la chance d'avoir une traduction merveilleuse de Yoko Tawada, et j'aimerais bien, Claire, que tu viennes la présenter et la lire. Yoko Tawada. Bonjour. Yoko Tawada est une romancière qui est bien connue, je crois, qui écrit en japonais et en allemand. Mais pour l'allemand, c'est sa langue, c'est une langue qu'elle a apprise, c'est pas sa langue maternelle. Ce qui fait sa spécificité comme écrivaine en allemand. Et là, la traduction que j'ai traduite et dont je vais vous lire quelques extraits est une traduction de la traduction d'une conférence de 1998 intitulée « La voix d'un oiseau » et dans laquelle conférence prononcée en allemand et dans laquelle Yoko Tawada, vous allez le voir, déploie la question de l'étrangeté de la voix et en fait une interrogation littéraire. Je vais commencer par lire les premières lignes en allemand, puisqu'il est question de langue étrangère, mais je passerai ensuite à la traduction en français complètement. Wenn man in einem fremden Land spricht, schwebt die Stimme merkwürdig isoliert und nackt in der Luft. Es ist, als würde man nicht Wörter, sondern Vögel ausspucken. Manchmal entsteht ein Vogelzwitschern, das tief ins Gehör eindringt, dabei aber unfassbar bleibt. Lorsque l'on prend la parole dans un pays étranger, la voix plane dans l'air, étonnamment isolée et nue. C'est comme si l'on ne postillonnait pas des mots, mais des oiseaux. Parfois, un gazouillis d'oiseaux surgit et pénètre profondément dans l'oreille, tout en restant insaisissable. Alors, on se met à rechercher l'oiseau chanteur comme si on voulait avoir la certitude qu'il y a bien eu, là, une voix. Mais l'on ne voit rien, à part des feuilles qui ont poussé serrées. Si l'on a de la chance, on voit l'ombre d'un être qui s'envole à tire-d'aile. C'est une sensation curieuse quand on parle devant des oreilles étrangères. Les phrases dessinent des contours clairs, ce qui est rarement le cas dans sa langue maternelle. Le contenu est concret et imagé. Seule la voix ne trouve pas sa place dans l'air. On sait bien que les différentes espèces d'oiseaux gazouillent de façon très différente, alors qu'ils ont à peu près tous les mêmes organes articulatoires. Les différences entre leurs chants ne relèvent pas d'une logique biologique ni climatique. Il en va de façon similaire chez les humains. Les humains n'ont pas seulement des langues différentes, ils ont aussi des voix différentes. En Suède, par exemple, on parle plus doucement qu'en Allemagne, et en Asie de l'Est, les voix sont, la plupart du temps, plus aiguës qu'en Europe. En Californie, à ce que je me suis laissé raconter, les gens parlent depuis le sommet de leur crâne, alors qu'en Styrie, la parole commence quelque part entre l'estomac et la clavicule. Il y a encore bien d'autres différences et détails intéressants. Mais que faire lorsqu'on est au milieu de voix étrangères ? Certains corrigent la hauteur et l'intensité de leur voix, imitent le rythme de la nouvelle langue, font attention à leur façon d'expirer, d'inspirer. Chaque consonne, chaque voyelle, peut-être aussi chaque virgule, parcourt les cellules corporelles de la personne qui parle et la métamorphose. C'est peut-être l'une des raisons qui explique que les migrants de la 2e ou 3e génération ont des visages différents de ceux qui sont restés sur la terre de leurs ancêtres. Une fois, j'ai vu la captation vidéo d'un artiste qui se tenait sur la tête et répétait indéfiniment le même mot, jusqu'à ne plus pouvoir parler. Si mes souvenirs sont bons, le mot qu'il répétait avec tant d'application était « susurrer ». Au fil du temps, sa langue devenait de plus en plus lourde, comme si elle devait lutter contre la gravité.
L'effort corporel, associé au fait de parler, conférait à sa langue une qualité inhabituelle. L'organe se transformait en animal, les lèvres devenaient de moins en moins assurées et les dents ne faisaient que le déranger davantage. Pour parler, il faut avoir le contrôle de tous ses organes. L'homme perdait le contrôle et les différentes parties de son corps commençaient à imposer leur propre volonté. Lorsqu'on tire de son manque d'assurance la condition d'une expérience, on s'avance sur un pont de papier. Quand on ne peut parler que lentement ou en bégayant ou en faisant des pauses inutiles entre les mots, il se présente toujours quelqu'un dont le cerveau marche au pas pour éructer des propositions d'amélioration, des conseils psychologiques, des suggestions pédagogiques ou des sentiments d'empathie. Comme il y a toujours des gens ainsi faits qu'il leur faut contrôler, domestiquer, saisir notre langue ou la réduire au silence, il est interdit de montrer, lorsque l'on parle, la moindre faiblesse. Or, les voix, lorsqu'elles planent librement dans l'air, rendent la personne qui parle insaisissable. Stimme, voix, rayure, dans la face verte de l'eau, quand le martin pêcheur plonge, la seconde grésille. Ces vers de Paul Celan, au début du cycle de poèmes Grille de paroles, me trottent depuis longtemps dans la tête. Dans Grille de paroles, le mot voix se trouve au début de la plupart des strophes. Souvent, un double point suit comme un avertissement. Maintenant vient le contenu de la parole. Maintenant vient la traduction de ces voix incompréhensibles en langue humaine. Le double point éveille l'attente que le contenu soit partagé, explicité ou traduit. Le royaume qui précède le double point, celui des voix, reste par conséquent libre de contenu. Je m'imagine un poème qui ne consisterait qu'en voix et n'aurait besoin d'aucun contenu. Il y a une expression intéressante en allemand. Ça lui pépit dans la tête. Une voix, vraisemblablement celle d'un oiseau, parle et la pensée de la personne chez qui ça pépit se trouve influencée par la voix. Mircea Eliade raconte qu'un futur chaman devait, au cours de son initiation, apprendre une langue secrète. La langue secrète est souvent tenue pour dériver de la langue des oiseaux. Elle est, assure-t-il, une langue mimétique qui répète les sons de la nature. Plus directement liée aux morts et à la nature que la langue humaine, elle serait un médium de prophétie. Dans le contexte éclairé des modernes, cette sorte de langue secrète n'a plus de place culturelle. L'expression « avoir un oiseau dans la tête » montre que la langue des oiseaux n'est pas la langue de la raison. La langue des oiseaux, dans cette expression, forme un écart par rapport à la normalité. Qui a une telle langue dans la tête est tenu pour fou. La plus ancienne chanson conservée dans laquelle la voix des oiseaux est représentée a été composée il y a déjà 450 ans. Je l'ai entendue par hasard lors d'une émission musicale de la radio allemande consacrée au thème des oiseaux, alors que je travaillais précisément à ce passage de ma conférence. En écoutant des compositions de Beethoven, Léopold Mozart, Handel, Schumann, Saint-Saëns, etc., il m'est apparu que la plupart des compositeurs s'occupaient de coucous et de rossignols. Ils s'intéressent davantage à l'image mythologique de ces oiseaux qu'à leur voix, telles qu'ils peuvent les entendre dans la réalité. Le catalogue des oiseaux de Messiaen relève musicalement d'une mimétique et d'un geste tout autre. Les gazouillis des craves alpins, orioles, grives bleues, traquets de Méditerranée, chouettes hulottes, alouettes des bois sont transposés au piano. On ne trouve ni coucou ni rossignol dans ce catalogue des oiseaux. Sa musique déclenche chez moi un souvenir très fort, mais ce souvenir n'est pas celui d'un chant d'oiseau en particulier. La transposition pure et simple du chant d'oiseau au piano est impossible parce que les oiseaux chantent selon des intervalles beaucoup trop petits pour un piano. Leur système vocal n'est pas tempéré de la même façon et ils ne suivent pas les mêmes schémas de synchronisation. Quand on joue un chant d'oiseau au piano, arrive nécessairement une fausse note. C'est précisément par là que l'imitation elle-même et son style se révèlent de façon perceptible. La transformation opérée par Messiaen fonctionne de façon très exacte, soigneuse et concentrée. Quelques photos le montrent dans un paysage de nature en train d'écouter le chant des oiseaux. Il a un stylo à la main et le note. Mais c'est l'activité d'imitation elle-même qu'il a imitée, rien d'autre, car l'une des plus importantes particularités des oiseaux
et qu'ils imitent le gazouillis d'autres oiseaux. Lorsque je parle l'allemand, je me fais parfois l'impression d'être une compositrice installée dans la forêt et qui essaie d'entendre la langue des oiseaux, de la noter et de la transposer. Qui parle avec une langue étrangère est un ornithologue et un oiseau en une même personne. Merci. La dernière section de la revue, vous le savez bien, depuis février 2022, est consacrée à ce qu'on a appelé « continuer de Guy », qui était son verbe préféré, on continue. Continuer de Guy, continuer avec de Guy, et cette section, donc, elle est faite ou bien de textes inédits, de conférences, d'essais ou d'articles de journaux difficiles à trouver, de Michel de Guy, mais aussi de documents sur de Guy et d'essais sur de Guy, sinon de souvenirs. Et là, dans cette livraison 188, on va au cinéma avec de Guy, puisque grâce à Thierry de Navacelle, on a un scénario que Michel de Guy avait, une ébauche de scénario plutôt que Michel de Guy avait projeté comme film avec ce producteur Thierry de Navacelle, un film dont le titre était tout lui, Le Tour du monde en France. Et ce film, donc on a une espèce de dossier de film, des demandes de financement, une lettre de Denis Roche, une lettre de Jack Lang qui essaie d'appuyer le projet, etc., une lettre de Guy et une lettre de Thierry de Navacelle. Et du coup, on s'est dit qu'on allait ouvrir cette section Michel de Guy au cinéma, Michel de Guy et le cinéma. Et du coup, on a demandé à Jacques Bontemps de bien vouloir nous offrir, lui qui a été un ami très proche de Michel, à la fois pour la philosophie et pour le cinéma, ses réflexions. Et donc, je vais lui demander de bien vouloir venir. Et comme souvent, il vient avec des cadeaux. Et là, comme cadeau, tu vas nous présenter le cadeau. Oui, bonsoir. Dans le numéro dont il s'agit, j'ai intitulé un texte, donc, Michel de Guy et la possibilité d'un film. Donc, Martin vient de dire quelle était cette possibilité, c'est-à-dire ce film non réalisé qu'il devait faire donc avec Thierry de Navacelle, qui est dans la salle ou je ne sais pas, non, qui n'est peut-être pas. Il était invité. Bon, d'accord. Donc, alors, c'est évidemment par rapport à l'autre titre qui figure au sommaire de la revue, c'est-à-dire Michel de Guy et le cinéma, titre qui est une promesse qu'il faudrait tenir une autre fois. Bon. C'est par rapport à ce titre un élément marginal, évidemment, et surprenant aussi, quoi. Parce que le lecteur se dit « Ah bon, tiens, il a failli tourner un film, bon, surprise, etc. » Bon. Alors, je vais y revenir un petit peu, mais je voudrais avant, précisément parce que c'est un élément tout de même marginal, je voudrais dire quelques mots de ce que le titre du sommaire quand même annonce, c'est-à-dire de Guy et le cinéma, avant de revenir donc à ce projet. Bon. Mais en guise d'introduction, j'ai retrouvé donc un DVD d'un long entretien ou d'une longue conversation que nous avions eue en 2013 à l'invitation des ateliers Varan sur le thème cinéma et poésie. Et donc dans ce long entretien, 2 dimanches de suite, pardon, et j'ai donc j'ai donc choisi un tout petit passage qui est un passage dans lequel je lui demande d'expliquer ce qu'il entend par film poème avec un trait d'union, qui revient à différentes reprises dans ses textes. Et donc voici sa réponse ce jour-là. Alain ? Je trouve ça un peu étrange, un peu décevant. C'est un moment, au fond, le film, poème, c'est un moment d'un film, pas forcément le film, un moment d'un film.
je vais donner un exemple dans ce que je vais souligner parfois, qui est tel qu'il peut donner un poème. C'est-à-dire, finalement, l'ultime bénéfice, pour quelqu'un qui prétend écrire des poèmes, attention, l'ultime bénéfice du film, c'est que, de même que je vous ai lu tout à l'heure une espèce de, oui, quand même de lucidité et de rêverie en même temps sur ce moment des eaux du bateau qui chasse les prédateurs de Rennes, c'est un moment extraordinaire. Alors, mais c'est justement ce qui, dans un film, le film-poème, peut donner lieu La séance à un poème. La séance a commencé comme ça. Oui, exactement. Oui. Non, et quand vous dites s'égaler... Ah, bah c'est ça que je veux dire. Alors, s'égaler, c'est pas très bon. Mais, alors, je vais donner un exemple. Et il m'est arrivé... le 7e art accédant à l'art. Oui, accédant, ça c'est l'arrivée historique. Mais là, tenons, puisque vous me questionnez, je réponds comme ça. Alors, c'est un peu gonflé. C'est-à-dire, finalement, ce qu'il y a de plus intéressant le bénéfice pour, mais si j'étais sculpteur, je dirais probablement autre chose. C'est le moment d'un film. Mon exemple favori, je m'en suis servi, parce que je me répète terriblement. Alors, je refile des morceaux, ça et là, dans les livres. Par exemple, une fois, en rentrant d'un western, je ne sais même plus comment il s'appelle. J'ai écrit... Hélas, parce que sans ça, on aurait pu... C'est dommage. Il y a deux versions dans le texte, poème, prose, peu importe, sur la mort d'un bandit qui est à peu près au sommet d'une falaise, qui vient de recevoir la balle, il y a le vent qui passe, en même temps que son arme s'envole. Alors bon, je ne sais même plus quel western c'était, peut-être que... C'est ça que j'appelle... Il y a deux versions dans vos livres de la mort en sous-western. La mort en sous-western. Je me suis dit en lisant ce texte, il y avait une seule personne qui pouvait repérer ça, c'est Bernard Eisenschitz qui se trouve ici, donc peut-être qu'à la fin... La mort en sous-western. Savoir quel est ce film. Donc finalement, c'est toujours la mort, évidemment. Qu'est-ce qui arrive? La mort en la mort en ce. Bon, enfin, ça ne développons pas. Mais je veux dire, c'est ça, c'est-à-dire un moment d'un film qui peut donner, ça veut dire donner à quelqu'un qui s'en soucie, à quelqu'un qui cherche à écrire quelque chose, qui peut donner un poème. La mort en sous-western, c'est le moment poème d'un film. De même que tout à l'heure, c'est pas tout à fait ça, mais enfin, quand j'ai évoqué la fin de Mélancolia, ça, alors évidemment, ça finalise tout le film, ce qui en fait la beauté, parce qu'il faut supporter pas mal de choses pour arriver là. Mais là, y compris le dîner en Suède, je ne sais plus où ça se passe, peu importe, tout ce qui fait qu'on dit, ouais, le film, c'est pas mal, mais enfin, hop, c'est le... Alors c'est ça, le moment. Oui, mais le moment poème, est-ce que ça veut dire... On revient, Est-ce que c'est ce moment, en effet, où le poète peut trouver le point de départ de ce qui va devenir un poème, véritablement, d'accord? Ou est-ce que c'est ce moment qui ne peut pas être appréhendé par un spectateur attentif et disponible, sans qu'il devienne lui-même celui qui fait usage de son imagination au sens qui vous intéresse, qui m'intéresse? Bien sûr, oui, bien sûr. Donc j'en profite pour parler. C'est une dimension essentielle du cinématographe. Oui, oui. Alors, je me rappelle tout à coup ceci. J'ai écrit un texte là-dedans. C'est bien lui. Oui. C'est bien lui. Alors, la mort en ce western, c'est dans le sens de la visite, mais c'est aussi dans Réouverture après travaux. La baleine, c'est un documentaire qui s'appelle 1000 baleines. C'est Greenpeace qui avait fait ça. Michel avait dû le voir à la télévision, comme ça, je ne sais pas. Donc, il aimait beaucoup ça. Et Mélancolia de Lars von Trier, donc, où il adorait la cabane finale. Bon, voilà. Moment du film dont il a parlé ici ou là. Voilà. Bon, alors, s'agissant de la réflexion de Guy sur le cinéma, ce qui est le plus connu, bien entendu, c'est son grand texte sur Shoah de Claude Lanzmann, bien sûr. Une œuvre après Auschwitz, qui a été repris donc dans un recueil collectif sur Shoah, et puis ensuite lui dans 2 autres ouvrages à lui. Donc c'est évidemment ça, d'un côté. Et puis d'un autre côté, alors tout autre côté, il est question du cinéma dans toutes les pages, ou presque, qui portent sur le culturel. Bon.
c'est-à-dire sur ce qu'il considère comme un phénomène social total au sens de Marcel Mauss, qui est donc dont une des caractéristiques, disons, est que c'est à l'âge du capitalisme culturel, c'est ce qui se passe dans notre rapport au réel, qui est un rapport au réel toujours accompagné du réel filmé. Bon. Donc, bien entendu, à partir de là, toutes ces pages qui portent sur le culturel sont des pages dans lesquelles il s'en prend au cinéma, évidemment, avec véhémence, avec constamment une grande création lexicale aussi. Bon. Et bon, il s'en prend au cinéma, mais de quoi s'agit-il au juste? Il s'en prend au fond, je vais aller très vite et simplifier évidemment, mais il s'en prend au cinéma américain mainstream, disons, et à ses effets et à l'hégémonie au fond des États-Unis. Enfin, deux titres avaient. Voilà. Il y a eu un livre qui s'appelait Made in USA, et puis ensuite il y a eu USA, un film, c'est-à-dire USA égale un film, bon, etc. Il y a ça. Et puis par ailleurs, ce qui est en question constamment, ce sont aussi les perfectionnements de la technique cinématographique. Il faudrait mettre des guillemets à perfectionnement, puisque pour De Guy, c'était très exactement la manière dont une violence aux choses avait lieu. Donc, les perfectionnements de la technique cinématographique, de la technologie du cinéma, si vous voulez, telle qu'elle est utilisée dans les blockbusters, mais dans les publicités, dans les clips, dans les vidéos, etc., etc. Bon. Si bien que ce qui est en question, finalement, là encore, je vais vite, mais enfin, ce qui est en question, c'est toujours l'audiovisuel en général, et l'audiovisuel en tant qu'il aboutit à ce que De Guy après Baudrillard, sur cette expression nommée la néo-réalité, c'est-à-dire le réel en image, et donc, mais le réel en image, c'est trop peu dire, le réel en image en tant que cette doublure de réel devient plus désirable, ou finalement ou bien est tenu dans un autre contexte pour le vrai, en lieu et place de l'original. Bon. Alors, j'ai été très vite, mais voilà, il y a donc cette espèce d'opposition, et presque de complémentarité d'ailleurs, entre ce qu'il a pu écrire sur Shoah et puis ce qu'il écrit par ailleurs quand il aborde la question du culturel, et Dieu sait s'il le fait dans plusieurs ouvrages. Alors, du coup, on peut être tenté de se dire, enfin, on peut avoir l'impression qu'au fond, l'éloge de Shoah dans la réflexion de Guy sur le cinéma est un apax, et que par ailleurs, il est, comme il l'a dit, fondamentalement un cinéphobe, comme il l'a dit en forçant un petit peu le trait, à cause de l'antonyme, évidemment, bon, cinéphile, cinéphobe, et aussi peut-être à cause d'un soupçon, il faudrait voir, d'énamoration, comme disait Lacan. Enfin, bon. Mais en tout cas, on peut avoir l'impression que ce sont les deux versants de la manière dont De Guy parle du cinéma. Or, cette impression me semble, non pas fausse, bien sûr, mais incomplète et finalement, oui, trompeuse, cette impression. Alors, pourquoi ? Bien, parce qu'au fond, depuis les tout premiers recueils de poèmes, dans les années 60, jusqu'au dernier livre, il y a une présence du cinéma dans les textes de Guy sous la forme de films qui sont évoqués, parfois commentés, qui sont des films anciens parfois, et il s'explique dans Le sens de la visite sur la manière dont ces films anciens sont devenus des films qu'il connaît bien parce qu'il les a aimés plus jeunes, etc., etc. Donc des films anciens et des films contemporains aussi. Donc il y a une vraie présence des films et des films admirés, ou, nous disait-il, des moments admirés dans les films, en tout cas. Mais enfin, il y a ça. Bon. Et puis par ailleurs, sur le plan de la poétique, véritablement, très régulièrement, De Guy en revenait à
à l'opposition entre l'opposition essentielle à ses yeux entre l'image cinématographique et l'image poétique, et évidemment à l'avantage de celle-ci. C'est constant chez lui. C'est-à-dire, bon, le visible et l'invisible, le perceptible et le pensable, les deux imaginations, etc., etc. Oui, bon. Mais en même temps, il arrive parfois qu'il utilise cette opposition pour tenter de cerner ce qui fait que, je le cite dans Donnant, que le film peut être poétique au sens fort. Alors là, j'évoquais aussi un autre passage, il avait l'air de dire, oui, mais c'était peut-être pas bien dit, le film qui s'égale au poème, mais le film, dit-il, peut être poétique au sens fort. Donc il y a ces moments, il y a ça aussi, et donc si vous voulez, quand il aborde dans ce contexte-là, dans un contexte de poétique, donc il aborde le cinéma, j'aurais envie de dire que les images cinématographiques, les images en mouvement du cinéma, sont utilisées bien sûr souvent comme repoussoirs, et donc ce qui est en question, c'est le poème, et il s'agit de penser le poème par opposition à l'image cinématographique, mais quelquefois il s'agit aussi de s'y référer comme à des exemples d'un accès au poétique par d'autres moyens que ceux du poème. Bon, il y a aussi cet aspect-là. Bon. Et puis alors, dernier point, si vous voulez, mais bon, dans lequel on ne va pas rentrer en détail, mais parmi la multitude de textes que De Guy a donnés à des revues, il y a des textes qui portent sur un film, ou parfois des films, dans Critique d'abord, dans Poésie parfois, et donc il y a donc ces textes-là qui portent véritablement, oui, sur un ou des films. Bon. Et alors là, lorsqu'il s'agit de ça, il y a deux catégories. C'est-à-dire qu'il y a des films, il y a ces films qu'il disait intéressants. Bon. Qu'est-ce qu'un bon film? Bon, au fond, c'est un film intéressant. Mais ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'à partir de ce film, il a été amené, en y réfléchissant, à aborder une question qui est plutôt une question de type philosophique, souvent de type éthique ou politique, enfin. Et donc, c'est une sorte de tremplin, une occasion de poser une question, d'aborder un problème, etc. Les films intéressants. Et puis, il y a les films tout à fait intéressants, mais qu'il aborde comme des œuvres. Et alors, et qu'il cherche alors à ce moment-là à commenter en tant qu'œuvre, sur ce plan-là. Alors, ils ne sont pas légion, mais il y en a un certain nombre. Et outre Shoah, il y a notamment les films de ceux que, dans une conversation apparemment que rapporte, qui figure dans le dossier de la revue, une conversation à UCLA, sur le campus de UCLA en 1974, il évoque donc les films de Jean-Marie Straub et Daniel Huillet, sur lesquels il a écrit à plusieurs reprises. Et également, alors, des films sur lesquels il n'a pas écrit, mais qui est de celui dont qu'il a évoqué à plusieurs reprises, parfois entre parenthèses, comme il aimait bien faire en vitesse, comme ça, qui est Jean-Luc Godard. Alors, du coup, je vais lire quelques lignes qu'il a consacrées à Godard lui-même. Alors, c'est dans un texte qui s'appelle La pantomime, qui était dans la revue La Règle du jeu en septembre 1995. Bon. Voilà ces lignes. À Jean-Luc Godard, comment résister à la modernité, paraphrasable ici en production, consommation, pollution, par exemple, en donnant une œuvre non réactionnaire et même originale. Godard, dans le cinéma, résiste au cinéma, aux films commerciaux, aux délires illettrés, publicitaires, etc. Or, ou bien il est ignoré, négligé, boycotté, méprisé, hors-circuité, enjambé, ou bien il est assimilé à la pointe de l'avant-garde, élitiste, confondu dans le non commercial, repris dans l'engouement moderno-moderne, sans qu'on perçoive sa forme de résistance. Voilà. Donc, alors, il y a donc tout ça. Bon,
Et donc, vous voyez, c'est allé un peu vite en besogne quand c'était simplement l'opposition dont j'étais parti. Voilà. Alors, je voulais juste faire ce petit tour d'horizon avant d'en venir très vite à ce qui est dans ce dossier. Alors, ce qui est intéressant dans ce dossier, c'est qu'on connaissait déjà, si on avait lu Brevet ou un numéro de la revue qui était le 19, on connaissait déjà Opus 106, qui est un texte qui est sous-titré Scénario et qui était construit à partir de la sonate de Beethoven Hammerklavier, donc du troisième mouvement de la sonate, et le découpage était fait à partir du troisième mouvement, donc il y aurait eu quelqu'un au piano qui aurait fait ça, et puis bon, il y a d'autres éléments. Et ça, on le connaissait, mais on le connaissait sans nécessairement savoir que ça avait été, avec Thierry de Navacelle, justement, véritablement un projet de film aussi à l'origine. Voilà. Bon. Mais voilà, il y avait ça. Et voilà que maintenant, on découvre qu'il y a eu véritablement un projet qu'évoquait tout à l'heure Martin Rueff, c'est-à-dire le tour du monde en France. Et par conséquent, de quoi s'agit-il très vite? Il s'agissait de partir dans les territoires d'outre-mer pour y entendre le français, donc pendant 3 semaines ou quelque chose comme ça. Et puis, comme ça n'a pas pu finalement être réalisé, très vite, De Guy a écrit une lettre dans laquelle, elle est dans le numéro, dans laquelle il dit, à la place, on va faire l'Europe au jour le jour. C'est-à-dire on va plutôt aller d'une ville européenne à l'autre, on va étaler ça sur 3 mois, et on ira entendre les Européens parler dans leur langue et chez eux. Bon. Donc on apprend qu'il y a eu ça. Et alors du coup la question qui se pose, c'est d'où vient ce désir chez De Guy de se lancer dans une telle entreprise? Voilà. Alors, pas vrai. Je vois trois motivations, si vous voulez. Et donc, la première motivation, c'est une aspiration qui a toujours existé chez lui, qui était très forte, qui était le désir de faire quelque chose avec d'autres. Donc, une activité en commun. Donc, non pas la poésie faite par tous, selon un mot d'ordre célèbre, mais la poésie comme ce qui fait qu'on se rassemble pour travailler ensemble, pour une action commune. Et ça, c'est il y a toujours eu en parallèle à l'écriture, au travail solitaire de l'écriture, toujours eu ça chez De Guy, puisque au fond, il y a eu les sorties poétiques, mais il y a eu surtout les traductions en commun, les lectures en commun, et évidemment les revues, Poésie et son comité, et avant la revue de poésie et ses collectifs, etc. Il y a toujours eu ça. Et donc il me semble qu'en l'occurrence, il y a vraiment dans ce désir, il y a le désir de... Il y a une idée qui naît sans doute au cours d'une conversation, et puis une collaboration possible, et il est incité par cette collaboration, c'est-à-dire à faire quelque chose comme il aimait le faire, c'est-à-dire dans une relation amicale avec quelqu'un. La filia, qui était évoquée tout à l'heure par Martin Rueff. Et là, il y a autre chose, c'est-à-dire qu'il y a ça, bien sûr, je crois que c'est vraiment ça qui est en question, mais aussi il y a la perspective, et qui n'est pas rien, c'était la perspective de voyage. Et ça comptait beaucoup pour lui, les voyages, et aussi, à l'horizon de ces voyages, des rencontres. Voilà, outre-mer, en Europe, etc. Il y a sans doute fondamentalement ces deux choses-là. Voilà. Alors, je ne voudrais pas oublier le dernier point, c'est-à-dire qu'il suffit de regarder ce projet, ou ces projets plutôt, même si l'un est vraiment extrêmement esquissé, mais il y a aussi la langue, au fond, car de quoi s'agit-il dans ces 2 projets? Il s'agit de la langue maternelle, celle qu'on n'apprend pas et qu'on va aller entendre loin d'ici, mais justement parlée par ceux qui la parlent outre-mer, et puis les langues qu'on ira entendre
en Europe. Alors c'est aussi certainement l'Europe qui était importante, mais aussi les langues européennes qu'il s'agissait d'aller entendre sur place. Voilà. Et j'ai commis d'ailleurs, j'en profite pour ceux qui ont la revue, j'ai commis une erreur d'ailleurs dans ce petit texte, c'est-à-dire j'ai lu sans doute la lettre manuscrite de Guy un peu vite, et je soutiens que ni l'espagnol ni l'italien ne sont présents dans le projet, ce qui est faux, c'était vrai pour l'italien, mais faux pour l'espagnol qui est bel et bien présent. Simplement, c'est tout à fait contingent, je crois, parce que après avoir fait une liste de villes où on pourrait aller, de Guy ajoute « etc. » Et donc, bon, bien sûr, la liste n'était pas close. Voilà. Alors, du coup, ce qui m'a frappé, dont je parle un petit peu dans ce texte, c'est que, comme ces films n'ont pas été réalisés, il reste quoi? Une note d'intention qui est là, et aussi une lettre, c'est tout. Mais alors, du coup, mentalement, je les ai rapprochés de ce qui est dans les livres même de Guy, c'est-à-dire ces quelques textes qu'il a appelés ou sous-titrés scénarios. Ça dépend. Et là, sans nullement envisager une phase ultérieure. Mais il y a des textes qui portent des poèmes de la Presqu'île, il y en a un comme ça, et il y en a dans Brevet, et donc je me suis dit, tiens, on peut du coup les rapprocher, nous, lecteurs, aujourd'hui. Merci beaucoup. Je t'en prie. Oui, la lettre du 13 juillet 89 est assez dans le ton de ce que Jacques Bontemps vient d'évoquer, puisque voilà ce qu'écrit de Guy. Je vous imagine, Thierry, pris d'un peu de mélancolie comme moi, devant l'absence d'écho et de soutien réel de notre projet. Est-il mort-né? C'est possible. C'est pourquoi je voulais vous écrire celui qui a germé aussitôt dans ma cervelle, en remplacement, si on veut, mais qui n'est pas du tout un ersatz. Il s'agit de l'Europe, et oui, de l'Europe. Voilà. Donc c'est typique du on continue de Guy. Voilà, écoutez, la séance touche à sa fin. L'image que vous avez derrière moi, qui est la couverture donc, du 188, est celle d'un, je ne sais pas si on la voit bien, c'est celle d'un funambule qui est sur son fil. Et donc ce funambule, sur le fil, sur la ligne, peut être une image de la revue et de son comité, bien sûr, c'est-à-dire de continuer malgré tout à marcher un peu dans le ciel, mais en s'appuyant sur un fil qu'on tisse nous-mêmes. Et c'est l'occasion de vous dire merci aussi de nous soutenir, évidemment en achetant la revue, mais aussi en y contribuant avec vos textes. Et c'est très précieux pour nous. Donc je voudrais remercier dans l'ordre où elle et où ils sont intervenus, Régine Adour, Julia Hameau, Éric Marty, Judith Avinsour et Elsa Boyer. Remercier à nouveau Geneviève de Kecker, Emmanuel Moses, Claire Polian, Jacques Bontemps. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine séance qui aura lieu le 26 octobre, donc la deuxième séance de nos entretiens, qui sera consacrée au numéro 189, qui sortira le 9 octobre. Et j'indique que dans ce numéro est présent, grâce à l'entremise de Choki, qui est membre de notre comité, qui est désormais directeur de l'IMA, Choki Abdelhamir, un dossier considérable et dont nous pensons qu'il va frapper les esprits, un dossier de 10 poétesses palestiniennes contemporaines. Et le titre de ce dossier s'appelle « J'éteins mon corps dans un cendrier ». J'éteins mon corps dans un cendrier. 10 poétesses palestiniennes. Et dans ce numéro, eh bien, coexistent Bembo, Ronsard, Thilo Kraus, Guillaume Marie, Nathaniel Tarn, un poète qui faisait partie du comité qui est mort cet été, donc traduit et présenté par Oxoméry, mais aussi un dossier sur Haïti, un dossier sur des poèmes sur l'Ukraine. Et puis, grâce à Hermel Cloarec, on continue avec De Guy. Et il y a aussi une très belle traduction d'Élite Yeshurun, la fille du poète Yeshurun, consacrée à Proust. Voilà un petit peu comment on fait la revue. Et la revue, je vous le rappelle, c'est
un comité constitué de Laurent Génie, Eddie Cadour, Guillaume Métayer, Claude Mouchard, Tiffaine Samayo, Choki Abdelhamir, Guillaume Artus-Bouvet, Camille Bloomfield, Jean-Patrice Courtois, Lee Jinja, Marielle Massé, Ono Masatsuku, Claire Polian, Richard Zand, Peter Sandy, Habib Tengour, Théombogu. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Bonne fin de semaine. Et merci à la Maison de la Poésie et à Alain qu'on applaudit.